Sur la partie affacturage, franchement, moi, j'en vois pas beaucoup. Sur le reverse affacturage, il y a effectivement plus de plateformes, mais en fait, on fonctionne en partenariat, c'est-à-dire que la fintech, elle va apporter une solution informatique qui répond vraiment bien aux besoins du client. En fait, nous, souvent, on vient en financement derrière cette plateforme. Vous êtes en back-end. Exactement. Donc, et aujourd'hui, nous, on est en capacité de travailler avec quasiment l'intégralité de ces plateformes qui proposent du reverse affacturage. Bienvenue sur FinScale, l'émission qui vous plonge au cœur de la transformation de la finance. Solène Niederkorn et ses invités explorent chaque semaine les initiatives qui façonnent l'avenir de l'industrie. Bonne écoute à toutes et à tous. Bienvenue à tous pour un nouvel épisode de FinScale avec la Banque Postale. J'ai la chance de recevoir Béatrice Colo et Ana Catalina Macaya Vargas en studio pour un super épisode où on va parler financement de l'économie réelle et des PME. Bienvenue à toutes les deux. Bonjour. Merci beaucoup. Bonjour. Ravie de vous accueillir. Il fait un petit peu chaud parce qu'on enregistre pratiquement en plein mois d'été. J'espère que ça va pour vous. Ça va. Ça va. C'était le rush pour venir, mais. Ouais, merci d'être arrivé. On a failli pas enregistrer, mais donc ravi de vous avoir, ravi d'avoir un grand groupe parce que c'est rare sur FinScale d'avoir un grand groupe. Donc merci d'avoir répondu à cette invitation. J'aimerais, avant qu'on attaque le sujet, que vous présentiez l'une et l'autre rapidement, vous expliquiez un petit peu votre background avant de rejoindre la Banque Postale. Donc Béatrice Colo, moi j'ai travaillé dans le secteur bancaire depuis 30 ans, dans 2 établissements principalement, donc une banque française sur les marchés. Et puis j'ai rejoint, donc au bout de 5 ans, HSBC, où j'ai travaillé à la fois en banque d'investissement, en banque commerciale, sur les marchés, à l'inspection générale. Et j'ai rejoint la Banque Postale, donc il y a 3 ans, pour diriger l'une de leurs filiales. Donc, qui est la Banque Postale, leasing et factoring, mais je vais avoir l'occasion d'en parler, je pense. Tout à fait. Ana Catalina. Alors moi également, je suis un pur produit bancaire, donc toute ma carrière dans la banque, plus de 20 ans, avec une première phase chez Société Générale qui s'est décomposée dans 2 grands temps, donc une première partie de parcours au sein de l'inspection générale. Et ensuite, je suis tombée direct dans la marmite des paiements, d'abord par les fonctions risques qui étaient dans la continuité de l'inspection. Et ensuite, je me suis reconvertie en technico-commercial paiement et cash management. Et de là, j'ai évolué sur différentes fonctions et j'ai rejoint du coup la Banque Postale il y a 3 ans pour créer la direction Transaction Banking. C'était vraiment une création d'équipe, même si la Banque Postale exerçait déjà ses activités depuis un petit moment. Top. Alors, je pense que ce serait intéressant qu'on se pose juste 5 minutes pour que vous, l'une ou l'autre, nous expliquiez quelle est l'étendue de l'offre de la Banque Postale, qu'on comprenne ce que vous servez comme type de client, que ce soit des clients consumer ou des clients corporate, avec peut-être des chiffres pour nos auditeurs. Oui, alors on va peut-être avoir des chiffres sur la partie entreprise, dans laquelle Ana et moi on travaille, mais c'est vrai que peut-être un peu moins sur la partie particulier, parce que la Banque Postale, c'est quand même un groupe qui est aujourd'hui connu pour sa partie particulier, où on a 20 millions de clients, donc c'est énorme. Mais bon, voilà, c'est pas la partie sur laquelle nous on travaille avec Ana. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette partie particulier, c'est la partie historique, mais qu'en 2011, il a été décidé donc par plutôt l'État, puisqu'on est une banque publique, de diversifier les activités et donc de se lancer sur la partie entreprise. Donc en fait, on est une banque jeune sur cette partie-là, puisqu'on n'a que 14 ans. Et en 14 ans, en fait, on s'est construit avec beaucoup d'agilité via des partenariats avec d'autres établissements bancaires pour pouvoir assez rapidement monter en compétences. Et donc aujourd'hui, on a quand même 16 000 clients entreprises, dont 7 000 clients plutôt sur la partie PME, ETI, grands comptes, les autres étant des associations, des collectivités locales. Et on sert vraiment tous les segments de clientèle, y compris les professionnels. Donc on est vraiment une banque de plein exercice qui couvre toutes les activités. On a des activités de marché, on a des activités d'asset management, on est un gros assureur. Donc voilà, en 14 ans, en fait, la banque a réussi à construire tout cela avec une offre qui est, on va dire, classique. complète. Oui. Alors classique, non, mais on y reviendra. On a évidemment les offres classiques, mais on a aussi beaucoup d'offres différenciantes liées à notre ADN public ou à notre engagement via l'entreprise à mission et notre engagement, donc on appelle citoyen. Quelle est la présence de la Banque Postale dans les régions ?
Alors en fait, la Banque Postale, dans ses missions, il y a la proximité territoriale, la mission d'accessibilité bancaire aussi, on appelle ça. Donc en fait, on est dans les bureaux de poste et on a des centres d'affaires dans les 6 régions qu'on a utilisées pour découper la France, avec 400 personnes à peu près qui sont réparties dans ces régions pour couvrir les entreprises au plus près de leur siège. Donc, si tu devais reprendre juste la partie business de la Banque Postale, tu le disais toi-même, c'est quand même assez récent. C'est vrai que c'est assez récent comme activité, donc un peu plus d'une dizaine d'années. Ça représente combien de personnes et comment est-ce que c'est structuré ? Comment est-ce que vous êtes organisé ? Alors, ça représente à peu près 1200 personnes. Et donc, on est organisé en, on va dire, coverage. Donc ça, ce sont les chargés d'affaires qui sont en charge des relations. Et ensuite, on a des métiers spécialisés dont on fait partie, Anna et moi. Donc, nous, on est sur la partie transactionnelle. Ouais. Mais ensuite, il y a les lignes de financement spécialisées. Donc, le financement d'actifs et de projets, la salle des marchés, les financements entreprises, l'immobilier. Et toutes ces directions-là sont des financements spécialisés qui sont actionnés par le chargé d'affaires en fonction des besoins des clients. D'accord. Voilà. Ok. Donc, c'est les expertises qui viennent en appui du coverage. Et alors, au sein de la Banque Postale, il y a des filiales, je ne sais pas si ce sont des filiales, il y a DocaPost, il y a Easiness. Comment est-ce que ces noms, ces filiales, travaillent avec le groupe ? Alors en fait, est-ce qu'il y en a d'autres ? J'en ai cité que deux. Mais c'est un bon exemple parce qu'en fait, DocaPost, c'est pas une filiale de la Banque Postale, c'est une filiale de la Poste. Ok. D'accord, qui est notre maison mère également. Et donc, en fait, nous, on appartient à ce qu'on appelle le grand pôle financier public. Donc, c'est la Caisse des dépôts, la BPI, la Poste, la Banque Postale. Il y a de nombreuses filiales. Et en fait, tout l'enjeu, effectivement, c'est d'aller nouer les bons partenariats avec ces acteurs pour proposer des solutions à valeur ajoutée pour les clients. Par exemple, à la Caisse des dépôts, il y a une filiale qui s'appelle Sobre Énergie et qui va faire de la rénovation énergétique. C'est une activité qu'on peut mettre, on va dire, en synergie avec notre activité de financement immobilier pour proposer une offre packagée où on fait à la fois le financement immobilier, les travaux, le diagnostic, voilà. Et comment vous fonctionnez ? Comment vous fonctionnez justement ? Ça, c'est intéressant dans ces grands groupes tentaculaires pour tisser des liens entre ces différentes entités, parce que c'est juste gigantesque. Donc, il y a des symposiums qui sont organisés. Comment ça se passe ? Après, je vais donner peut-être l'exemple de mon métier. On a constitué ce qu'on appelle une filière en interne qui s'appelle la filière des paiements. Et donc, on réunit tous les, on va dire, les utilisateurs des paiements et les producteurs de paiements, parce qu'il y a les deux typologies dans le groupe, et on les organise, en fait, autour d'une filière, et on se réunit régulièrement, en fait, pour, déjà, mutualiser tout ce qui est veille de marché, parler de sujets d'intérêt commun, porter à la connaissance du groupe les capacités des uns et des autres, tenter de faire des synergies tout en respectant le code des marchés publics, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est aussi dans une entreprise publique, et du coup, en fait, même si on fait des synergies entre nous, tout ça est soumis quand même à des règles sur les appels d'offres. Donc voilà, les filières, elles sont animées, et c'est comme ça qu'en fait, on entretient un peu la connaissance et les liens entre les uns et les autres, et après, on peut faire des partenariats un peu plus particulier en fonction des cas d'usage. Et en matière d'innovation, pardon. Si je peux rajouter peut-être un petit point, il y a aussi beaucoup de formations qui sont organisées pour mettre en relation J'espère, les uns et les autres et créer ces synergies. Et c'est vrai qu'on découvre assez régulièrement une filiale qui fait quelque chose et où on se dit, tiens, ça pourrait être génial de faire un partenariat et de proposer une solution commune. Et en termes d'innovation, si demain, toi, au sein de ton groupe, enfin de ta société, la société que tu gères, donc Leasing Factoring, il y a des développements particuliers que tu veux faire, comment ça se passe ? Est-ce que ça, c'est chez toi ou c'est au niveau du groupe ? Alors, moi, mon informatique, elle est partagée avec la banque. Donc, c'est plutôt les équipes de la banque qui vont être à l'origine, en fait, du développement. Mais par contre, il y a des choses intéressantes qui se passent. Par exemple, récemment, on a rencontré la BPI, qui a, c'est assez connu, le mapping de tous les écosystèmes de FinTech. Et en fait, ils nous ont mis en relation avec des startups qui développaient, par exemple, un outil de lutte contre la fraude qui pouvait être intéressant pour nos activités. Okay. Donc, en fait, il y a aussi ces synergies-là qui arrivent et qui peuvent nous aider justement à être assez innovants en matière d'intégration de FinTech.
Si je peux compléter peut-être ce que dit Béatrice, on a aussi deux choses qui sont importantes dans l'écosystème de l'innovation au sein de la Banque Postale. Donc on a un incubateur, Plateforme 58 en fait, qui est aussi le lieu où il y a pas mal de fintech qui se présentent en fait pour que on les incube. Et du coup moi je représente la Banque des entreprises du coup dans cette instance et on participe du coup à la sélection des fintech qui vont être incubés, et on a aussi un fonds d'investissement qui est 115 Capital aussi, qui a comme thèse d'investissement en fait la surtech, la fintech et d'autres. Mais oui, c'est une super idée. Et du coup, je fais partie de l'advisory board de 115. Je représente du coup la Banque des entreprises et du développement local. On a un siège au sein du comité. Il y a toutes les expertises de la banque qui sont représentées. Je pense que c'est hyper important d'avoir en fait cet écosystème qui travaille avec les métiers de la banque, parce que du coup, on va incuber en fait une fintech, parce qu'en fait on voit déjà un peu un lien de synergie, et pareil pour les investissements qu'on fait. En fait tout ça n'est pas par hasard ou anodin. J'imagine. Donc on maintient vraiment un cap assez logique dans tout ce qu'on fait, quoi. Top. Alors, tu parlais des PME. Les PME, il y a une diversité dans le tissu économique français qui est incroyable. Donc, vous allez servir plutôt une certaine typologie de PME. J'aimerais que tu reviennes dessus, ou finalement, non ? Pas particulièrement, mais en fait, moi, j'ai quand même une gamme de produits. Alors, on n'a pas forcément parlé de la Banque Postale Leasing et Factoring, mais... Pas encore, donc j'ai 3 métiers. Ouais. Et en fait, ces 3 métiers sont quand même des métiers qui, globalement, intéressent les PME, puisque je finance l'immobilier. Donc là, c'est éventuellement le financement du siège social ou des entrepôts. J'ai le financement du crédit bas immobilier. Bon, là, c'est le financement des machines-outils, du matériel roulant, des choses comme ça. Et puis, j'ai la facturage, donc, qui est plutôt l'optimisation du besoin en fonds de roulement. Donc ça, en fait, c'est historiquement des métiers qui intéressent beaucoup les PME et qui sont vraiment dans le financement de l'économie réelle. Et je dirais qu'ils se sont un petit peu progressivement transposés sur les grands comptes, puisque les grands comptes font dorénavant de la facturage. Mais historiquement, c'était plutôt les petites entreprises qui avaient recours. Et donc, c'est vrai que si je regarde ma base de clientèle, donc j'ai à peu près 10 000 clients, on va dire qu'un bon 80%, c'est des PME ETI. Donc, quelle taille à peu près ? Alors, c'est entre 8 millions d'euros de chiffre d'affaires et grand compte, c'est 1 milliard. Quoi. Ouais. Voilà, donc dans ce segment-là, effectivement, j'ai beaucoup de clients. Les grandes préoccupations de ces clients, actuellement, c'est quoi ? Alors, les grandes préoccupations des clients post-Covid, c'est quand même un environnement qui est compliqué, parce que on a été un peu sous perfusion des PGE. Ça, c'est fini. Et on arrive dans une situation où il y a des risques géopolitiques un peu partout. Il y a eu beaucoup de montée de la cybercriminalité. Voilà. Ouais. Au moment des Jeux Olympiques. Et on va dire que c'est pas vraiment redescendu. Il y a l'inflation, il y a la pression fiscale, il y a les supply chains à sécuriser. Et c'est vrai que, on va dire que les risques en ce moment et les préoccupations sont multiples. En plus, on a quand même un pays qui n'a pas de croissance actuellement, ou peu. Donc pour nos PME, c'est quand même un environnement très compliqué. Ça se traduit comment en termes de solutions bancaires derrière ? Alors, les solutions bancaires, en tout cas celles que moi je peux leur proposer, c'est évidemment l'optimisation de leur trésorerie via la facturage ou le reverse à facturage, qui est quand même la préoccupation première du moment. Et puis l'accompagnement dans la période de difficulté, puisqu'on a quand même beaucoup d'entreprises qui sont en procédure collective ou en tout cas qui sont en difficulté. Et donc c'est vrai qu'on a on a lancé il y a 2 ans une offre de restructuring en affacturage qui est vraiment pour accompagner les entreprises qui sont en grande difficulté. Est-ce que tu pourrais juste revenir dessus ? Alors le restructuring, en fait, c'est l'affacturage lorsque la société est en mandat ad hoc ou en procédure collective. Donc, il y a un mandataire qui dirige la société. Et donc, nous, en fait, on vient mobiliser le poste client pour redonner un peu d'air en trésorerie à l'entreprise. Okay. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne faisait pas avant. C'est un produit qu'on a lancé il y a 2 ans, à la sortie du Covid, pour vraiment pouvoir aider les entreprises en difficulté. Et on voit que c'est quand même assez important dans la période qu'on traverse où on voit bien que l'année dernière, on a battu les records de procédures collectives. Donc,
C'est ça que tu appelles de l'affacturage à impact ? Alors ça, non. Ça, c'est ce que j'appelle du restructuring. L'affacturage à impact, c'est vraiment sur la dimension environnementale ou sociale, où en fait, l'entreprise met en place un diagnostic d'impact de son entreprise sur l'environnement. Et où elle suit ce programme. Et donc, en fait, à partir du moment où elle définit des engagements, en fait, nous, on va lui proposer des tarifications bonifiées si elle remplit ses engagements d'impact. Voilà. D'accord. Et alors, c'est quelque chose qui est quand même assez structuré et suivi, puisqu'il faut que ce soit, on va dire, audité. Il y a des entreprises qui sont spécialisées dans le diagnostic de ce genre d'engagement. Donc voilà, nous, en fait, on va vérifier que l'entreprise suit ses engagements avec l'entreprise qu'elle aura sélectionnée pour la suivre. Et si elle remplit ses objectifs, on va bonifier la tarification. Après, pour les PME, on a un autre produit que j'appelle trajectoire décarbonation ou ambition décarbonation, qui est en cours de lancement, où là, en fait, on va accompagner les entreprises qui commencent à définir leurs ambitions. Donc, on peut travailler avec l'ADEME pour leur fournir des formations et puis commencer à les aider, à leur donner la main dans la définition d'une trajectoire. Alors là, c'est une vision beaucoup plus simple des choses, parce qu'en général, ils vont choisir un indicateur. Et si cet indicateur, c'est pareil, ils suivent bien leur trajectoire, on va aussi proposer des tarifications bonifiées. L'idée étant de motiver les PME à prendre, on va dire, en main leur avenir en matière de décarbonation. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même un segment de clientèle où ça a un coût, ils ont déjà d'autres problèmes, donc c'est peut-être pas leur priorité. Donc voilà, on essaie de les aider dans cette ambition. Top. Merci beaucoup, Béatrice, pour toute cette clarification. Je pense hyper intéressant de savoir exactement ce que tu fais. Moi, j'ai envie de te poser la même question côté transaction banking. Est-ce que tu pourrais peut-être plus nous préciser aussi les interactions que vous avez entre vos deux équipes ? Oui, mais d'abord, peut-être, je vais présenter déjà ce qu'on fait et après, je parlerai des interactions. Alors, Transaction Banking, on a l'habitude de décomposer ça, notre gamme, en 4 morceaux, en fait. Donc, le premier morceau qui est un peu basique, c'est les comptes, en fait, parce qu'on a besoin d'abord ouvrir des comptes pour pouvoir travailler avec des clients. Donc, autour du compte, on va mettre les choses qui permettent de gérer, justement, le cash, en fait, sur ces comptes, de l'optimiser. Donc, les offres de cash pooling, mais pas que, le découvert qui viennent pallier aussi au décalage de trésorerie, les offres de placement en compte aussi qui permettent de travailler cette liquidité. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie, on a les flux, donc à l'encaissement et au paiement. Et là, on a une gamme, ça va des flux les plus traditionnels sur lesquels la Banque Postale est montée un peu dans le business, parce que pour revenir un petit peu à notre histoire, voilà, on s'est développé sur des offres, on va dire de niche, en fait, très spécifiques que certains clients nous ont demandé de monter, autour des espèces notamment. On a travaillé notamment avec les gros énergéticiens qui avaient l'obligation de proposer un moyen de paiement espèces. À l'époque, ils avaient tous un réseau, mais ils ont fermé leurs agences et du coup, ils nous ont demandé de développer la capacité à ce que les clients viennent payer leurs factures à la poste. Voilà, et c'est comme ça qu'est né un peu le business, on va dire, des flux avec les personnes morales. Après, on a commencé à traiter les fichiers pour les organismes de retraite, des allocations et autres. Donc ça, c'est la clientèle, on va dire, historique, et ça a un petit peu évolué. Sur les moyens de paiement, notamment la monétique. On est rentré très fort grâce à ce qu'a dit Béatrice tout à l'heure, qui est une position très forte sur la banque de détail, qui nous permet d'être très compétitifs quand on offre aux entreprises un pricing pour l'acquisition. Donc, on s'est développé beaucoup sur ça. Donc, voilà, aujourd'hui, on est capable de gérer toute la gamme des flux. Et pour gérer ces flux, on a besoin de quoi ? Des canaux. Donc, là, pareil, on offre l'offre canal, c'est la banque en ligne pour les plus petites entreprises, mais la télétransmission pour les grandes. Et après, le dernier volet, c'est tout ce qu'on va mettre autour de ces flux pour faire ce qu'on appelle de la valeur ajoutée pour les clients. Donc, ça veut dire des offres pour sécuriser les flux, des offres pour faciliter la vie de nos clients, pour les aider à rapprocher de façon automatique et autres. Donc, c'est ça qu'on appelle un petit peu l'univers des services associés au paiement, des offres à valeur ajoutée. Par rapport aux contraintes que tu mentionnais, Béatrice, quel impact ça va avoir sur toi, l'offre que tu es en train de déployer ? Est-ce qu'il y a des offres qui étaient inexistantes il y a quelques années qui sont obligées d'être mises en place côté transactions ?
Oui, mais en fait, comme je dis, l'histoire de la banque, c'est qu'on s'est d'abord développé sur des offres de niche, mais comme Béatrice l'a expliqué tout à l'heure, la Banque Postale, c'est une banque corporate, c'est le corporate banking avec des expertises de la banque d'investissement. Et pour pouvoir être une banque corporate, on a besoin d'avoir une relation globale avec nos clients et pouvoir les accompagner sur l'ensemble de la dimension flux et être leur banque au quotidien aussi. Oui. Et du coup, on a dû passer d'avoir une offre qui était structurée uniquement sur des niches produits bien spécifiques, essayer de l'élargir. Et du coup, partant de là, on a dû changer. Élargir dans quel sens? De proposer toute la palette en fait de services. Donc, ça a demandé d'abord de changer la tenue de compte parce qu'on était au début sur une tenue de compte qui était très retail, qui permet de faire des comptes très basiques comme pour les particuliers, et pour les entreprises, c'est un peu plus compliqué. On doit donner des comptes de capital, on doit savoir nantir des fonds. Donc tout ça, ça demande des spécificités dans la tenue de compte. Et après, c'est d'élargir la gamme et de ne pas rester uniquement sur des offres traditionnelles sur lesquelles on leverage le réseau de la Banque Postale, mais aller sur les offres nouvelles, c'est-à-dire les nouveaux moyens de paiement, donner la capacité à nos clients d'accompagner les usages de leurs propres clients et de faire face aux défis du marché, de la gestion de la trésorerie et des flux actuellement. Comment la construction de la base clientèle s'est-elle faite parce que moi, j'étais surprise de savoir que c'était une banque aussi jeune sur la partie business. Comment est-ce que vous avez réussi à composer justement cette clientèle? D'où vous est venu le flux d'affaires? En fait, le flux d'affaires, il est venu justement par ces expertises et ces métiers spécialisés qui ont été en conquête via des courtiers, des partenaires. Enfin, par exemple, le métier à facturage, pour ne pas le citer, ou le métier crédit bail. En fait, ils ont, via des courtiers, acquis des affaires. Et en fait, derrière, ce qu'on fait, c'est qu'on promeut l'ouverture de compte à la banque. Et donc, parfois ça marche, parfois ça marche pas. C'est pour ça que moi, j'ai 10 000 clients, mais j'en ai que 5 000 qui sont communs avec la banque. Et les autres sont des prospects avec lesquels potentiellement la banque pourra rentrer en relation. Et donc, quand on multiplie ça fois le nombre de métiers spécialisés de la banque, en fait, chacun est un pourvoyeur de comptes pour la banque. Et ensuite, l'enjeu, c'est vraiment de fidéliser ses clients, d'ouvrir les comptes, et puis d'équiper, on va dire, ce client avec d'autres produits. Donc, une fois qu'on a vendu, la facturage, ça peut être du transaction banking, mais ensuite, ça peut être de la salle des marchés et d'autres métiers spécialisés. Mais du coup, le produit d'appel, ça reste quoi, principalement? Alors, le produit... Pour ces clients-là, Alors, en fait, il y en a plusieurs. Non, mais c'est vrai. La gestion de la trésor, ça peut être un produit d'appel, la facturage, etc. C'est surtout le financement, en fait. Les flux, on va dire, on est plutôt du side business, en fait. C'est le financement spécialisé, donc, ou pas spécialisé, d'ailleurs. C'est ce qu'on appelle la RCF, donc la Revolving Credit Facility. Donc, en fait, l'entreprise, on lui dit, je te mets une ligne de temps. Donc, en général, ça, c'est pas forcément la ligne de crédit sur laquelle on gagne mieux notre vie, mais ça permet ensuite d'avoir d'autres opérations, éventuellement des flux. Et donc ça, c'est un moyen, on va dire, d'obtenir un client. Ensuite, les financements spécialisés. Par exemple, si je fais un financement de projet, je vais avoir les comptes du projet de l'entreprise et ensuite, je vais lui proposer d'autres choses. Donc, en fait, c'est quand même plutôt les lignes de financement, mais c'est des lignes de financement spécialisées. Et c'est vrai que, contrairement à d'autres banques où la base de clientèle est historique, en fait, nous, on l'a construit tout le monde en même temps. Et donc, chacun a été un contributeur à cette croissance de la base de clientèle. Vous vous sentez impacté par l'arrivée de FinTech qui travaillent justement sur le pooling de cash, sur le factoring, parce qu'il y en a quand même qui proposent des offres assez alléchantes. Dans quelle mesure est-ce que ça vous impacte ? Alors, sur la partie à facturage, franchement, moi, j'en vois pas beaucoup. Okay. Sur la reverse à facturage, il y a effectivement plus de plateformes. Mais en fait, on fonctionne en partenariat, c'est-à-dire que la FinTech, elle va apporter une solution informatique qui répond vraiment bien aux besoins du client. En fait, nous, souvent, on vient en financement derrière cette plateforme. Vous êtes en back-end. Exactement. Donc, et aujourd'hui, nous, on est en capacité de travailler avec quasiment l'intégralité de ces plateformes qui proposent du reverse à facturage. Et nous-mêmes, on en a une avec laquelle on travaille en marque blanche, parce qu'on n'a pas redéveloppé... Tu m'avais dit, mais j'ai oublié. Donc, c'est Acfi, mais c'est une, donc voilà, avec lequel on a un partenariat bien établi, puisqu'on a
une quinzaine de programmes, entre 10 et 15, qui tournent en permanence. Ouais. Et puis ensuite, voilà, on en a avec d'autres plateformes, mais pour lesquelles on n'a pas de partenariat établi. Mais bon, c'est quelque chose auquel on réfléchit, parce que souvent, ils ont des solutions informatiques qui sont très performantes et ça n'a pas d'intérêt pour nous de redévelopper quelque chose. Donc voilà, donc là, c'est plus un partenariat qu'autre chose. Et côté flux ? Côté flux, c'est très impactant. Tu dois parce en voir que plein dans celles que tu... Oui, alors moi, je l'ai vu du coup depuis une banque un peu plus mature et depuis une banque jeune, et c'est pas forcément les mêmes impacts. Ouais. Donc évidemment, quand on est une banque mature et qu'il y a la DSP2 qui arrive et qui du coup libéralise un petit peu ce qui était avant presque une prérogative de la banque, en fait, la gestion des flux, ça ouvre tout ça, et du coup, ces fintech, elles viennent s'inscrire vraiment dans les irritants de ce que la banque n'arrivait pas bien à gérer. Donc ça donne un gros coup de fouet, je pense, dans la banque qui du coup a mis un petit peu de temps à se réajuster à tout ça, mais je pense que maintenant en fait elles y arrivent de mieux en mieux, et je pense que ça a été une très bonne chose en fait pour mon métier qui a eu cette ouverture et l'arrivée de ces nouveaux acteurs. Après, pour la Banque Postale, moi, je pense que c'était une opportunité parce que, comme c'était une banque jeune, il y avait tout à construire. Donc, le fait qu'on se développe déjà dans un écosystème ouvert, en fait, on a pu se développer nativement un peu comme structureur de solutions. Et du coup, de dire, finalement, on ne va pas tout faire comme les autres, bâtir tout soi-même, mais de faire appel à des partenaires. Et du coup, nativement, je pense que ça a développé une grosse culture des partenariats à la Banque Postale pour aller vite et chercher à faire des choses pour apporter de la valeur ajoutée aux clients. Et je pense que notre credo, ça a toujours été les banques tradies, elles faisaient des trucs très bien, très sophistiqués pour les grands corpos. Mais nous, on a voulu un petit peu venir démocratiser tout ça et apporter, parce que je pense que les grands, ils peuvent se débrouiller, c'est-à-dire ils font du picking de briques et ils viennent, eux, faire leur propre structuration, alors que les petits, ils ont besoin vraiment que la banque les guide. C'est devenu un métier hyper technologique, hyper compliqué, dans le choix de partenaires de confiance, et donc on s'est développé nativement comme des packagers, des structureurs, et du coup, là, on peut packager des expertises internes, comme celle de Doka, dont on parlait tout à l'heure, qui est dans le groupe La Poste, mais on vient le packager dans nos offres, d'Easiness, qui est une filiale de la Banque Postale, mais aussi de partenaires externes. On travaille avec énormément de personnes, d'entreprises et de fintech dans l'écosystème, et avec même les nouvelles Conacube, on fait des expérimentations avec elles, donc on s'est nativement développé déjà en collaboration avec cet écosystème de fintech. Tu pourrais juste revenir sur Easiness, parce que je ne connaissais pas, donc j'ai découvert. Nous expliquer ce que fait cet établissement de paiement. Oui, donc en fait, quand il y a eu justement la DSP2, ça s'est ouvert. Il y a eu une autre typologie, on va dire, de licence qui a été donnée. C'était l'établissement de paiement ou de monnaie électronique. En l'occurrence, Easiness, c'est les deux. Donc, il peut encaisser et faire des paiements, et il peut aussi émettre des cartes, en fait. Donc, un peu comme une banque. Maintenant, c'est vraiment un statut particulier. Ce n'est pas pareil que le statut bancaire. Non, tout à fait. Et voilà, et ça lui donne du coup la capacité, en fait, de répondre à des cas d'usage différents de la banque. Quand on est une banque, on peut traiter les flux de nos clients, en fait, pour leur propre compte. Oui, tout à fait. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, l'industrie s'ubérise, en fait. Et du coup, il y a beaucoup d'approches partenariales chez nos clients. Des clients qui veulent s'associer entre eux pour proposer ensemble une proposition de valeur commune. Et on voit que le négoce, achat-revente, ça tue un peu la marge. Donc, ils vont dire, finalement, il y a quelqu'un qui va faire un peu le centralisateur. L'exemple type, c'est la marketplace. Mais en fait, on peut trouver ce type d'approche dans les transports, la marketplace des transports. On peut le trouver sur des approches partenariales. Et du coup, on a vraiment peut-être une clinique qui se retrouve aussi à héberger un médecin qui exerce en libéral et qui va venir du coup encaisser des recettes, mais qui lui appartiennent en tant que médecin libéral et pas. Et donc, il y a beaucoup de nos corporates qui se retrouvent en situation d'encaisser pour compte de tiers. Et ça, on peut pas le faire depuis une banque. On le fait. Voilà, il faut un agrément spécifique. En fait, quand ça dépasse un certain volume. Et du coup, Easiness peut répondre à ce type de cas d'usage qui est l'encaissement pour compte de tiers. Mais on peut faire de la ventilation. Les banques, elles font cash-in, cash-out sur les comptes
des entreprises. Par contre, dans un établissement de paiement, c'est ventilé, donc on peut sortir des flux vers des multiples, avec une seule entrée, on peut sortir des multiples flux sortant vers différentes parties prenantes. Donc, c'est très adapté à des business models, voilà, où il y a beaucoup de parties je vois tout à fait. en puissance. Voilà. Et ça a été créé spécifiquement pour répondre à ce besoin-là? Oui, en fait, au début, il y avait une vision vraiment dans le groupe La Poste que même au sein de La Poste, on allait avoir des projets internes qui allaient avoir besoin de recourir à un établissement de paiement. Par exemple, de dire, on a des facteurs qui vont livrer le courrier, et ils ont des petits smartphones et ils vont devoir encaisser. Et du coup, cette possibilité d'encaissement, elle ouvre la porte à des nouveaux services. En fait, peut-être pouvoir faire payer un colis au moment de la livraison, peut-être se faire payer un repas directement au moment où il est livré, ainsi de suite. Donc, il y a eu cette vision de dire, on va avoir besoin de ça. J'avais pas pensé qu'il fallait mettre ça en place, en fait. Mais quand tu y penses maintenant... Et voilà, Easynet, c'est d'abord né pour ça. Donc, après, c'est des projets internes sur des technologies qui n'étaient pas très matures. Donc, ça a mis un petit peu de temps à être développé. Donc, en parallèle, on a décidé aussi de l'ouvrir à des clients externes et d'utiliser ça, comme je dis, pour propulser aussi le business de transaction banking. Parce que c'est très complémentaire avec l'offre classique que j'ai expliqué tout à l'heure. Parce que, en fait, la réalité, c'est que nos clients, ils ont un mix de besoins classiques bancaires flux et des nouveaux usages auxquels ils doivent faire face. Et du coup, on combine les deux offres pour trouver la meilleure solution pour les clients. Top, merci beaucoup. Alors, il y a un des sujets que j'avais vu à Univers Swiftnet, c'était un projet, enfin en tout cas une action que vous avez menée de reverse factoring avec une dimension RSE. J'aurais aimé, Béatrice, que tu prennes 5 minutes pour nous expliquer de quoi il s'agit. Alors, en fait, il y a deux choses qu'on a présentées à Univers Swiftnet. J'ai peut-être mélangé, je suis désolée. Oui, non, on a présenté les deux, mais c'est pour ça, donc je vais revenir rapidement dessus. Donc, en fait, on a présenté l'affacturage et le reverse affacturage à impact. Donc, c'est déjà la partie que j'ai un petit peu évoquée avant avec toi. Alors, sauf qu'on peut aussi le faire sur le reverse affacturage, en ayant, on va dire, un rating des fournisseurs, une sélection des fournisseurs en fonction de notation RSE. Donc aujourd'hui, ce sont des choses qui existent sur le marché. Donc ça, c'est quelque chose qu'on propose. Et l'autre chose qu'on a présentée à Univers Swiftnet, c'était notre offre de reverse affacturage PME. Parce que, en fait, le reverse affacturage, c'est plutôt sur des grands donneurs d'ordre. C'est assez rarement sur les PME. Donc nous, via... Tu peux peut-être juste, excuse-moi, je pose la question tard, mais pour les auditeurs qui ne sont pas dans l'environnement, peut-être expliquer en 2 mots ce que c'est par rapport à l'affacturage traditionnel. Voilà, alors l'affacturage traditionnel, en fait, on achète le poste client, donc les factures qui ont été émises par l'entreprise et qui doivent être payées par les acheteurs. Oui. Donc l'entreprise a le cash immédiatement et en fait, nous, on se fait rembourser par les acheteurs. Le reverse affacturage, c'est on achète en fait le poste fournisseur. Oui. En général, c'est structuré donc par l'entreprise qui est le donneur d'ordre. Et en fait, ça permet aux fournisseurs d'être payés immédiatement et de ne pas attendre les 90 jours de la facture. Et évidemment, pour sa trésorerie, c'est plutôt positif. Et donc, dans ce cas-là que j'évoquais, le donneur d'ordre est une PME. Alors, pourquoi en général, il n'y a pas de programme de reverse sur des PME ? C'est à cause du risque, parce qu'en général, il est assez élevé. Donc, en fait, nous, on a structuré une offre avec Acfi, donc, qui est cette plateforme basée à Aix-en-Provence, qui est une fintech, avec aussi une assurance crédit, justement pour nuancer ce risque sur le donneur d'ordre et permettre de démocratiser, comme le disait tout à l'heure Anna, davantage ce produit et faciliter, entre guillemets, l'optimisation de la trésorerie des PME. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait déjà depuis 2 ou 3 ans, mais sur lequel on insiste, étant donné les difficultés actuelles qu'on peut voir sur les PME, parce que c'est pas quelque chose qui est extrêmement connu. Et c'est quoi les bénéfices concrets pour une PME ? La PME, en fait, son intérêt principalement, c'est de sécuriser sa supply chain, parce que, donc sa chaîne d'approvisionnement. Pourquoi ? Parce que si un de ses fournisseurs stratégiques est défaillant, tout simplement, elle va peut-être plus pouvoir produire. Et si elle a déjà des difficultés à ce moment-là, ça peut la conduire au dépôt de bilan assez rapidement. Voilà. Alors, moi qui viens du milieu bancaire, il y a un sujet, j'ai quitté il y a un certain nombre d'années, il y a quand même un sujet qui est important pour moi, c'est l'impact. On en a parlé avant, l'impact sur les personnes, l'impact sur les sociétés. Pourquoi est-ce qu'on sent chez vous qu'il y a plus ça que dans d'autres, plus cette notion d'impact que dans d'autres organismes, d'autres institutions bancaires ?
Peut-être, comme je l'expliquais au début, l'ADN de la Banque Postale, il est public. Et donc, depuis quelques années, en fait, on est entreprise à mission. Et donc, dans cette notion d'entreprise à mission, il y a un certain nombre de choses, mais il y a l'accompagnement des territoires, il y a l'accompagnement d'un certain nombre de secteurs dans une logique de souveraineté. Enfin, je pense par exemple à la santé, l'accompagnement des collectivités. On est le premier prêteur des collectivités, premier prêteur des hôpitaux. Et donc, en fait, on s'est fixé un certain nombre de missions via cette entreprise à mission, justement, qui font qu'on développe des expertises et des produits sur des thèmes bien particuliers. Et dans ce contexte-là, peut-être qu'on peut parler donc, de l'affacturage santé, puisque je pense qu'on est le premier et presque l'unique prêteur en affacturage des hôpitaux. Ça représente ça. En fait, c'est historique. C'est un peu historique et c'est un peu, ça a été un peu commandé, on va dire, par le management de la banque et du grand pôle financier public en nous demandant d'être en accompagnement des hôpitaux en difficulté. Et donc, on a structuré, il y a maintenant 5 ou 6 ans, cette offre qui, au début, a eu un peu du mal à démarrer et qui, depuis 3 ans, fonctionne très, très bien. Ouais. Parce qu'on voit bien que notre secteur santé il est en difficulté et que les entreprises, les uns derrière les autres, viennent quand même nous voir pour ça. Et aujourd'hui, ça représente à peu près 30% de notre encours d'affacturage. Ah, quand même. OK. Donc, voilà. Et donc, ça fait partie de nos missions. C'est labelliser dans notre engagement social, et c'est quelque chose sur lequel on fait du reporting, puisque maintenant il y a des reportings tels que CSRD qui sont obligatoires pour les entreprises, et donc cet affacturage santé tombe complètement dans cette logique-là. Alors c'est une illustration, mais je pense qu'Anna... Oui, mais ça m'intéresse beaucoup, parce que moi je suis dans un comité de mission de banque, et donc on se pose tous les trimestres pour balayer tous ces sujets-là. Donc c'est un sujet qui me tient à cœur. Excuse-moi, je t'ai interrompu, Anna-Catalina. Non, mais j'allais dire comment ça se décline en fait sur les flux. Typiquement, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que notre souci, c'est de vraiment accompagner l'évolution du marché sur l'ensemble des moyens de paiement. Il y a beaucoup de banques, elles se positionnent maintenant uniquement sur les flux qualitatifs modernes, on va dire, qui veulent du prélèvement, de l'instant payment, du virement. Elles refusent de traiter les espèces et les chèques, en fait. Nous, on a une philosophie un peu différente, c'est-à-dire qu'on a un devoir d'accompagner, on va dire, l'évolution de marché au rythme à laquelle elle se présente, et on ne va pas refuser ces flux des clients. Et du coup, on maintient malgré nous, parce que c'est des offres assez coûteuses, la possibilité pour nos clients, bailleurs sociaux, énergéticiens, compagnies de téléphone, de permettre à leurs clients de venir payer en bureau. On est encore, on processe les types chez nous, on traite du chèque énergie, les types. Ou c'est l'ancêtre du prélèvement, les types, papier, les types, oui. Sans blague. Oui, on fait encore ça. J'avais oublié. Oui, voilà, on a ça, les types. On propose le traitement du chèque énergie aussi, qui est vraiment, on est la seule banque à le proposer, en fait. Donc, quand il y a le gouvernement qui fait une campagne de chèques, derrière, certains énergéticiens nous confient le traitement de ces chèques. Voilà, et notre philosophie, c'est que dans tout ce qu'on fait, par exemple, si on fait une plateforme d'encaissement, comme celle qu'on est en train de sortir en ce moment, multi-encaissement, on va sortir cette plateforme qui permet d'encaisser, comme je dis, les moyens de paiement les plus modernes, comme l'initiation de paiement qui arrive. Il y aura Wero, il y a les wallets, XPay et autres. Mais dans lequel on veut aussi que nos clients puissent encaisser les chèques, les chèques traditionnels et du XXe siècle et faire l'accompagnement. Donc après ça se traduit aussi par le positionnement dans certaines verticales. Pour nous, c'est beaucoup la mobilité, comme j'ai dit, plutôt que de se positionner sur la marketplace marchande, on va plutôt accompagner des projets dans les régions de plateformisation de leur offre de mobilité. Par exemple, les régions maintenant, ils ont des vraies plateformes où elles mettent les offres, le train, le tram, les trottinettes, avec des offres associées à la mobilité. Et du coup, nous, on va gérer les flux derrière ces plateformes. Donc ça, c'est un autre engagement. Et le dernier, c'est avec nos cousins, parce qu'on a une autre filiale qui s'appelle Microdon, qui fait l'arrondi en caisse, en fait, par exemple. Je ne savais pas que c'était une filiale. Voilà, c'est une filiale aussi de la Banque Postale, en fait. Ouais. Et du coup, nous, on les accompagne. C'est un agent d'Easiness. Easiness processe derrière les flux un peu particuliers. Donc voilà, c'est dans tout cet écosystème
qu'on montre aussi notre ADN, même y compris dans l'aspect flux, ce qui n'est pas forcément revendiqué dans d'autres banques. Elle parle beaucoup du financement responsable, mais pas du tout de ce qu'on fait en matière de flux. On a aussi une politique de recyclage de cartes. On a beaucoup d'expérimentation aussi dans le groupe autour de comment faire les flux de façon responsable, ce qui n'est pas évident parce que les flux, c'est très consommateur de... Tout à fait, d'énergie. intéressant. Voilà. Merci pour cet éclairage. Alors, je vais rebondir sur... je fais une liaison. En fait, tu parlais de DocaPost. Et on avait parlé d'un cas quand on a décidé qu'on allait enregistrer cet épisode. Il y en avait un qui était intéressant en matière de cybersécurité. Est-ce que tu pourrais prendre 5 minutes pour en parler? Moi, je trouvais que c'était super intéressant. Oui, DocaPost, en fait, ils ont une business unit paiement et sécurité aussi. Et du coup, c'est quand même... La sécurité est très liée au paiement. Vraiment, c'est un des enjeux majeurs autour de la gestion des flux. Et donc, du coup, on fait énormément de choses avec eux. Et effectivement, une des choses qu'on a présentées notamment à Univers SwiftNet, c'est une offre de cybersécurité en fait qu'on distribue du coup pour eux. Et encore une fois, dans une optique de démocratisation en fait, parce que souvent en fait les grandes entreprises, ils vont avoir des équipes RSI en interne qui les protègent et tout ça en fait, alors qu'en fait les plus petites entreprises en fait elles ont peut-être pas autant de support et tout ça. Donc en fait on les oriente en fait vers des offres partenaires et je pense que on retrouve là ce que j'ai dit plutôt le rôle de structureur finalement d'offres autour des problématiques de paiement et c'est dans ce cadre-là qu'on a ce partenariat avec eux, mais on en a d'autres en fait, on en a développé sur la signature aussi des flux. Par exemple, aujourd'hui, la plupart des entreprises et des banques proposent des certificats qui sont des supports physiques, des petites clés USB, où les trésoriers viennent signer les flux. Ouais. Et aujourd'hui, ça, c'est un peu contraignant parce que ça se perd, ça a une durée de vie et tout ça. Donc, nous, on a voulu, avec nos partenaires, donc Cegid, pour la partie communication bancaire et avec DocaPost, la partie identité numérique, développer un certificat dématérialisé, en fait. Et en fait, on s'appuie du coup sur l'identité numérique de DocaPost pour venir signer dans le cloud. Et voilà, et c'est quelque chose qui est game changer un peu pour certains trésoriers parce que c'est un souci en moins. Voilà, ça donne une flexibilité. Je pense que on sait que Swift travaille aussi sur une offre similaire parce qu'ils ont une offre de certificat sur support clé. Ils sont aussi en train de développer et finalement on a été assez précurseurs dans la chose. Donc comme quoi on peut être très innovant aussi à la Banque Postale. Non mais c'est bien de le valoriser, tu vois, c'est pour ça que je voulais que tu en parles. Moi, j'aurais aimé que, en guise de clôture, vous résumiez la promesse de la Banque Postale Entreprise en 4 mots-clés. Alors, je ne sais pas s'il y a des mots qui vous viennent en tête. S'il y avait des éléments que vous aimeriez que nos auditeurs retiennent, ce serait quoi spécifiquement? En utilisant des mots, bon, ça peut être des mots, mais en résumé, quoi. Bon, alors, je commence, j'en donne 2, et puis tu verras si tu en as 2 aussi. Non, moi, je partirais déjà peut-être sur le premier, l'agilité, parce que, en fait, je pense qu'on a quand même expliqué tout au long de ce podcast que, à la fois, on était une banque historique sur la partie sur la partie particulier, mais récente sur la partie entreprise. Donc en fait, on a été agile à construire l'offre, à faire des partenariats, et on l'est toujours. Et je pense que j'aimerais bien que tes auditeurs retiennent l'idée que on peut être très agile et très innovant, alors que c'est peut-être pas l'image de la banque. Ouais, tout à fait. Donc ça, c'est le premier mot. Voilà. Agile. Et le deuxième, je dirais solidité. Parce que malgré tout, on a des capitaux publics et le groupe est très grand et quand même en soutien de nos activités. Donc on peut assez facilement aller trouver des partenaires et assurer un financement avec une certaine solidité du bilan. Donc je pense que quand on cherche une banque, on regarde quand même la solidité avec qui on travaille. Donc voilà, peut-être ces 2 points. Moi je suis d'accord avec Béatrice. Nous, on dit souvent à nos clients qu'on a l'agilité d'une fintech via EasyNest, mais avec la solidité derrière d'une banque, en fait, avec la robustesse des usines et autres. Si je devais choisir 2 autres mots, je dirais expertise. En fait, encore une fois, notre histoire fait qu'on a fait des choses très, très compliquées, peut-être sur des niches et tout, mais notre ADN, c'est vraiment de dire qu'il y a des équipes vraiment expertes et ce qui nous motive, c'est d'amener cette expertise au plus grand nombre, en fait.
Et le deuxième mot, ça serait accompagnement, parce que je pense qu'on est aussi reconnu pour avoir une certaine capacité d'adaptation en fait aux besoins de nos clients. Les clients viennent souvent avec des problèmes auxquels les autres banques n'ont pas trouvé de solution, et on a développé, je pense, un savoir-faire dans l'accompagnement de problématiques un peu particulières. Après, quand on les maîtrise, évidemment, on les package et on essaie aussi de les diffuser au plus grand nombre. Formidable. Mais on est aussi précurseur dans essayer de trouver de nouvelles façons de répondre à des problèmes. Donc, expertise et accompagnement. Merci à toutes les deux. Alors, je termine toujours mes épisodes. Je ne sais pas si vous en écoutez toutes les semaines, mais en tout cas, si ça n'est pas le cas, je vous le dis, toujours par une recommandation à mes invités. Donc, qu'est-ce que vous aimeriez recommander à nos invités en termes de lecture ou de podcast ? Moi, j'aimais bien, je ne sais pas si j'ai l'intitulé correct, mais j'écoutais beaucoup de Lively Show. Je ne sais pas si tu connais, c'était une américaine qui reçoit des personnalités qui parlent un peu de ce qu'ils font, de leurs histoires inspirantes. Moi, j'aime beaucoup ça, les histoires de personnes en fait qui ont fait des parcours un peu dans le même genre. Moi, j'aime bien Diary of a CEO. Je ne sais pas si tu connais. Oui, aussi. Diary of a CEO. Et je pense, pour faire le miroir avec la Banque Postale, pareil, qu'on a un parcours un peu atypique en fait. Et du coup, effectivement, j'aime bien. Et je pense que tous les gens qui rejoignent la Banque Postale se retrouvent un peu dans cet ADN de vouloir faire la banque différemment, vouloir faire les choses différemment. Donc, merci. Alors moi, je vais plutôt parler du livre que je lis en ce moment. Alors, je ne me rappelle plus de l'auteur, mais il s'appelle « Le pari de l'impossible ». Et il a été écrit par un pilote de chasse de la patrouille de France. Pourquoi je le trouve sympa, c'est parce que, en fait, il explique un peu le fonctionnement de la patrouille de France et la rigueur de l'exécution. Et je pense que dans nos métiers transactionnels, la rigueur de l'exécution, elle est extrêmement importante dans la banque de manière générale. Je trouve que il va bien avec ce qu'on s'est raconté ce matin. Le pari de l'impossible. Oui. Ouais. Alors par contre, je ne me rappelle plus de l'auteur, c'est un homme. Mais je suis sûre qu'on peut le trouver assez facilement sur Internet. Merci beaucoup Béatrice, merci à Anna Catalina pour votre temps, c'était un vrai plaisir. Merci à toi Solène. À bientôt. Merci d'avoir suivi FinScale. Abonnez-vous à la newsletter sur Substack pour ne rien manquer des dernières innovations. Retrouvez aussi le podcast en audio sur toutes les plateformes d'écoute et en vidéo sur YouTube. À très vite avec Solène Niederkorn.